Nouveau cours du cycle analysé, le système industriel et en particulier l'analyse du besoin ou ce qui va tourner autour de la définition du besoin. Bien, alors on va voir un petit peu dans ce cours le cycle de conception d'un produit. Pas forcément, toutes les étapes ne sont pas forcément connues. Un élément essentiel, c'est la définition d'un besoin. On verra rapidement ce que c'est qu'un système, un système industriel, et puis on verra quelques outils ou la nécessité d'outils d'étude des systèmes peut-être. Alors les objectifs du cours sont assez simples, connaître les différentes étapes d'un produit, de l'idée finalement jusqu'à son recyclage normalement, et on présentera quelques outils d'ingénierie système, ou encore une fois peut-être la nécessité de ces outils, ou dire qu'ils existent, parce que les prochains cours seront de les présenter. On verra donc la démarche de projet d'une manière un peu globale et les différentes étapes de projet. On verra la définition du besoin, c'est un petit peu le point central de ce petit cours, et on présentera quelques diagrammes d'ingénierie système avant de se spécialiser sur ceux qui sont au programme. Alors, dans un cycle de conception, finalement, on a une première phase qui est finalement l'idée du produit, qui se traduit une fois que l'idée du produit avec un besoin clairement défini, on va exprimer un cahier des charges de ce que doit réaliser le produit. C'est une étape fondamentale, une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a un projet en tête, il faut exprimer clairement tout ce que doit faire le produit dans un cahier des charges. Ensuite, on va définir le produit et puis les moyens de production qui sont associés. C'est une étape fondamentale, effectivement. Une fois que le véhicule est prêt, et ben, il va falloir mettre en œuvre l'usinage et la réalisation des outillages qu'il peut y avoir. Donc, un développement spécifique des moyens de production. Et puis ensuite, on lance la commercialisation du produit avec toute la partie support et récupération du produit au final. Donc, ça fait une production en série qui suit les prototypes finalement et les phases commerciales. Et donc, on va avoir quelque part une notion de stratégie d'entreprise. Bien comprendre que quelque part, définir un produit, faire un produit de l'idée à sa conception, il y a un coût et l'entreprise doit gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que quelque part, l'entreprise n'est pas seule sur le marché, elle a une concurrence qui est autour d'elle et qui va chercher finalement à donner des produits similaires avec un coût moindre ou des fonctionnalités plus intéressantes sur le produit. Et donc, l'entreprise s'insère dans un marché concurrentiel. L'analyse fonctionnelle va nous donner différents outils pour, en particulier, définir et formaliser le besoin. C'est une étape fondamentale, à travers un cahier des charges, par exemple. Décrire le fonctionnement d'un système, vérifier, optimiser la solution. Et donc, on a toute une série d'outils normalisés pour réfléchir et structurer une démarche de projet. Alors, les outils qui sont au programme, c'est les outils qui tournent autour de SysML. Ce ne sont pas les seuls outils. Certaines entreprises ont leurs propres outils en fonction des spécificités de leurs produits, du créneau sur lequel elles travaillent. Et d'autres outils sont considérés comme obsolètes, mais sont toujours utilisés. Je pense que ce qu'il faudra retenir de ce cours, c'est qu'il faut des outils. Après, quels outils, comment ils sont utilisés, il faut des outils pour que les différents métiers qu'on vient de décrire, là, rapidement dans la démarche de projet, de l'idée finalement à la commercialisation, eh bien, il faut pouvoir suivre notre produit, il faut avoir des outils qui fassent le lien entre tous ces métiers et toutes ces phases de développement du produit. Alors, une petite définition, on va appeler un système. Donc, c'est un assemblage ou plutôt une collection organisée, c'est-à-dire quelque chose qui possède une structure d'objets reliés, c'est-à-dire qui vont interagir entre eux les uns avec les autres de façon à former une entité, le produit en relation avec le milieu extérieur dans le but de remplir une ou plusieurs fonctions. Donc notre système, un système basique, ça peut être le vélo, donc on voit bien qu'on a une selle qui va rentrer
en interaction avec la tige de la selle, là, et il faudra définir. Alors, c'est finalement peut-être deux métiers différents, mais ça va s'assembler à un endroit et on va avoir des connexions. Donc, il faut que tout ça, ça soit bien fait. Donc, on voit bien qu'on a des spécificités de liaison entre ces deux produits qu'il va falloir définir. Et je parle des roues qui vont aller sur le sol, quel type de sol, comment, etc. Voilà, et qui en même temps doivent, donc elles interagissent avec le milieu extérieur, et puis en même temps elles doivent s'assembler correctement sur le cadre, et puis la selle, elle doit supporter un certain poids, une certaine masse de la personne qui utilise le vélo, ça va aussi rentrer en ligne de compte sur la roue qui aussi doit être correctement dimensionnée en fonction du terrain. Donc finalement, on voit qu'on a un certain nombre de choses, et puis par exemple la masse sur la selle et sur le cadre, ça va rentrer en définition avec les roues, en relation avec les roues, et si on définit un autre type de personne qui doit utiliser ce vélo, il ne faut pas oublier de donner à tous les acteurs de la réalisation du vélo un moyen de ne pas perdre l'information, puisque le risque, c'est que l'information ne soit donnée qu'à celui qui définit la selle, et d'oublier de transmettre l'information finalement aux roues, par exemple. Alors là, c'est un système extrêmement simple, on ne voit pas trop comment les acteurs pourraient ne pas discuter entre eux, mais il faut se projeter dans un système bien plus compliqué où un changement d'une spécification d'origine du produit doit pouvoir être transmise à l'ensemble des acteurs de la réalisation du produit. Hein. Que ce soit dans la phase de conception d'ailleurs, ou dans la phase de vie du produit, où on peut changer les spécifications parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois passé la phase d'industrialisation, il y avait des problèmes, et donc voilà. Donc en SI, on verra ce qu'on appelle des systèmes industriels. Alors un petit mot quand même sur la notion de marché. Alors normalement, un marché fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a des clients qui ont des besoins, et on a donc, ça s'appelle la demande. Donc on a, voilà, alors ça peut être des fois un peu perverti, ou dans le sens où on va créer des besoins. Et puis on a des entreprises qui vont proposer sur le marché des produits qui répondent à ce besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'offre. Donc, la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de clients qui veulent beaucoup de produits, le prix va monter. Et donc, le nombre d'entreprises proposant des produits va augmenter, puisque il y a de l'argent à gagner, et les marges sont généreuses. Et donc, finalement, le nombre de clients satisfaits va s'équilibrer avec l'offre. Hein. Et inversement, s'il y a peu de clients qui veulent des produits, on va avoir tendance à baisser les prix. Le nombre d'entreprises intéressées par ce marché va se réduire. Et au final, on va avoir à nouveau un équilibre entre la demande et l'offre. Hein. Et donc bien savoir qu'il faut bien sûr rester bénéficiaire à chaque fois sur les entreprises, puisqu'elles ne vont sur un marché que si elles pensent faire des bénéfices. Alors évidemment, si elles se trompent, elles vont quitter le marché ou se réorganiser pour produire, donc modifier leurs produits ou leurs marges pour refaire du bénéfice, et donc peut-être quitter le marché. Hein. Voilà. Donc il y a trois notions importantes autour du marché, qui sont la qualité, le coût, les délais. Effectivement, il faut qu'au niveau du besoin, on ait une qualité de produit. Il faut que le coût permette de faire des bénéfices, et il faut produire le produit au moment où le marché en a besoin. Ça ne sert à rien de, a priori, sortir des parapluies en été ou des doudounes en été. Hein, ça, c'est clair. Donc il y a des notions de délai, y compris d'ailleurs sur la période à laquelle on va sortir un produit. Hein, sortir, je ne sais pas, des jouets de Noël, et puis louper la période des achats de Noël, voilà, ça ne sert à rien de le sortir en janvier. Hein. Donc, ça paraît bête, hein, ou évident, mais c'est pas si simple dans une démarche de produit. Si on loupe euh, certains délais importants ou certaines dates importantes, hein, le produit, il est bon pour attendre un an. Et en un an, la concurrence peut faire des progrès. Aujourd'hui, tout va très vite. Et donc, le produit qui était bon pour sortir à Noël 2020, on a loupé la date. Le produit n'est prêt qu'en janvier 2022. Il faut attendre Noël 2022 pour ressortir le produit. Entre-temps, il y a des stocks, il y a de l'argent investi pour rien. Il n'y a pas tout ce qui est... Voilà. Et en plus, la concurrence peut sortir des produits de meilleure qualité, et donc
le produit qui a été créé, voilà, donc l'entreprise peut faire faillite sur quelque chose d'aussi bête que ça, entre guillemets, lié à une mauvaise organisation de son entreprise. Donc, vous voyez, c'est quand même fondamental. À une semaine de délai, hein, un produit peut. Voilà. Et le sortir trop tôt, c'est pas non plus une bonne chose parce que ça donne le temps aux entreprises d'étudier, de regarder si le marché, si le produit est bien accepté, et puis d'adapter ses propres produits en fonction de cette sortie pour faire quelque chose de mieux. Alors, dans la démarche de projet, on part toujours d'un besoin, hein, et ce besoin, il doit être énoncé. Donc, c'est vraiment un petit peu le cœur. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment une étape importante. C'est pour ça que j'y consacre presque un petit cours, là. Ensuite, une fois qu'on a énoncé le besoin, on a une phase de conceptualisation. Donc, on a une idée. Tiens, ça serait bien d'avoir un truc qui fait ça. Bon, ok. Donc, on va se dire, comment est-ce que je peux le faire? On a une étude de pré-développement ou peut-être de faisabilité, hein. C'est toujours important dans une étude. Je regrette qu'on n'en parle pas plus dans notre formation de CPGE, de cette notion de faisabilité. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde les ordres de grandeur des énergies mises en jeu, du coût, du volume, des efforts qu'il faudrait. Enfin voilà, on fait quelques petits calculs pour voir notre idée. Ben oui, ok, mais ça va coûter. Voilà, ça va être énorme. Il faut une centrale nucléaire pour l'alimenter. Voilà, donc j'exagère un petit peu, mais bon, c'est vrai que si le coût de fonctionnement du produit est très élevé ou si son volume est très élevé, on abandonne l'idée parce que l'idée est peut-être bonne, mais aujourd'hui, avec les technologies connues, standards, on ne sait pas faire pour cette idée. Donc avant de lancer plus de recherche, d'ingénierie, on fait une étude de faisabilité pour voir s'il y a quelque chose. Et on progresse petit à petit. Donc on remet de l'argent, on fait du pré-développement, et puis si ces études montrent que on peut aller de l'avant, on remet une couche d'argent, on va dans la phase de développement, et puis on arrive au produit finalement, une définition correcte du produit, hein. Donc dans la phase de développement, on va trouver toute l'ingénierie jusqu'à la réalisation du produit, hein. Alors l'énoncé du besoin, s'il faut le faire clairement, on va avoir par exemple la bêta corne. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, hein, donc c'est avec quoi est-ce qu'on est en interrelation et à quoi sert le produit, hein, sur quoi on agit, à qui rendre service et dans quel but. Ça, c'est un premier outil utilisé pour se poser la question du besoin. Aujourd'hui, dans le cadre de nos études, on utilisera le diagramme des cas d'utilisation, hein. Dans la définition, une fois qu'on a le besoin, donc il faut préciser les spécifications du produit, qu'est-ce qu'il doit faire, dans quelles conditions, avec quelle marge, etc. Donc on a le diagramme pieuvre, hein, qui était utilisé pour ça, et puis on a un environnement normatif, hein, donc on a aussi des fonctions, il faut respecter les normes. Euh, et puis là, on aura plutôt le diagramme d'exigence dans lequel on va essayer de répertorier toutes les exigences du produit, et puis on a tout un système de cascade d'exigences, etc. Et ce qui est intéressant avec SysML, c'est que c'est un diagramme qui communique avec les autres diagrammes et qui, lorsqu'une modification est faite sur un diagramme, la spécification est automatiquement balancée sur l'ensemble des diagrammes qui ont été faits. C'est ça qui fait la force de SysML, en fait, hein, entre autres. Dans la phase de conceptualisation, donc on va commencer à dire qu'on a des blocs fonctionnels, hein, qui réalisent des fonctions, donc on va commencer à mettre des mots un peu techniques derrière, et puis toujours en descendant un petit peu dans la structure, on va commencer à parler échange d'informations, échange d'énergie, etc., et descendre petit à petit dans une définition de fonctionnalité matérielle à ce moment-là. Alors, tout produit naît d'une démarche qui part du besoin, hein, donc on va avoir autour du ou des besoins des fonctions de service, hein, donc les services à rendre, hein, qu'il va y avoir, et on va dire que ça, c'est l'expression fonctionnelle du besoin. Ensuite, pour correspondre à ces services, hein, on va avoir des fonctions techniques qui vont nous donner à une description fonctionnelle, cette fois-ci, du produit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle, hein. Donc au début, on est sur une idée générale, un besoin, et ensuite on a un produit qui répond à ce besoin, et on va décrire les fonctionnalités liées à ce produit. On a l'approche fonctionnelle.
Et ensuite, on a le produit, donc là, il faut le réaliser, hein, qu'est-ce qu'on a concrètement, et on arrive à ce qu'on appelle l'approche matérielle, c'est-à-dire qu'on va avoir des moteurs, des choses comme ça qui permettent de résoudre et de remonter pour arriver à la résolution du besoin. Hein. Encore une fois, il faut bien avoir un petit peu l'idée qu'on part d'un besoin. Alors, un besoin, il doit toujours être exprimé sans faire mention du moyen de le réaliser. C'est vraiment ce qui est important parce que une voiture, ça ne sert pas à avoir un moteur qui déplace. Voilà. Une voiture, un moyen de transport, c'est déplacer l'utilisateur. Donc on répond aux besoins, déplacer l'utilisateur. On n'a pas de besoin spécifique. Hein. Enfin, on peut avoir un produit qui répond à plusieurs besoins différents. Hein. Donc, on n'a pas, en fonction d'un besoin, un seul produit et inversement, un seul produit, un seul besoin. Le réfrigérateur, par exemple, quand je pose la question quel est le besoin résolu par un réfrigérateur, bah, souvent on me répond c'est quelque chose qui refroidit les aliments. Ben non, le réfrigérateur, il sert à améliorer la conservation des aliments et il s'avère que refroidir les aliments est une bonne façon de conserver les aliments. On a d'autres moyens de le faire, par exemple mettre des aliments dans un environnement neutre, hein, sans oxygène, par exemple, permet également de limiter, de conserver les aliments. Hein. Une lampe, eh ben, une lampe, ça sert à éclairer, hein, effectivement. Ça sert surtout à avoir, hein, alors il y a plein d'utilités à la lampe, avoir un confort de travail, avoir un confort de lecture, avoir euh, une mise en évidence architecturale. Voilà. Et le besoin de la lampe n'est pas le même à chaque fois. Avoir un éclairage urbain, par exemple, eh ben, c'est pas le même type d'éclairage que celui qu'on a sur son bureau pour lire ou pour observer une œuvre. Les caractéristiques des lampes derrière ne seront pas du tout les mêmes. Hein. Donc, le dire qu'une lampe, ça sert à éclairer, ce n'est pas vraiment le besoin. Quelqu'un n'a pas dit un jour, tiens, je vais éclairer. Non, on a eu un besoin, on était dans une pénombre, on avait une difficulté à lire, et on dit, tiens, ce serait bien d'avoir quelque chose qui me permette de lire. Même si une lampe peut remplir plusieurs besoins, effectivement. Donc, vous voyez que la notion n'est pas simple, c'est un travail de spécialiste, hein, de réfléchir aux besoins. Alors on a besoin, pour parler effectivement architecture des systèmes, pour ingénierie système, on a besoin d'avoir un certain nombre de mots qui sont définis dans la norme. Alors ici, c'est juste une illustration qu'en fait, il faut mettre en place un vocabulaire commun à tous les acteurs de l'ingénierie système, et je vous présente quelques mots, quelques définitions de cette norme. Donc la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur, c'est bien ce qu'on va appeler le besoin. Le résultat d'une activité ou d'un processus fourni à l'utilisateur pour répondre à son besoin, c'est le produit. L'action demandée à un produit afin de satisfaire une partie du besoin d'un utilisateur donné, c'est la fonction de service. L'action d'un constituant ou action intervenant entre les constituants du produit afin d'assurer les fonctions de service, ce sont les fonctions techniques. Et on a défini les fonctions de service avant. Fonction pour laquelle le produit est créé, donc c'est la fonction principale. Les caractéristiques, effets ou dispositions de conception qui est rendu obligatoire ou a été interdit pour quelque raison que ce soit, les normes par exemple, hein, c'est ce qu'on va appeler des contraintes, et le document par lequel le demandeur exprime ses besoins en termes de fonctions de service et de contraintes, c'est le cahier des charges fonctionnel. Hein, encore une fois, et tout ça, ça fait partie de nos outils. Alors, je vous mets ici rapidement un petit dessin que j'ai trouvé assez rigolo et qui illustre bien un petit peu tous les intervenants qui sont autour d'un projet. Alors ça, c'est d'origine programmation, donc société qui travaille dans le service informatique, dans la création de programmes informatiques. Donc la première idée, c'est de dire, voilà, comment le client a souhaité son produit. On voit que c'est pas forcément clair dans sa tête. Hein. Qu'est-ce qu'il veut le client? Donc c'est normal, le client n'est pas un spécialiste forcément, donc il a des difficultés en général à exprimer clairement son besoin, donc il a besoin de se faire aider. Hein, et c'est pas forcément une étape simple. Comment le chef de projet l'a compris? Forcément, si le produit est mal défini au début, il peut y avoir une difficulté à comprendre ce que veut le client. Hein. Comment l'analyste l'a fait? Lui, l'analyste, il dit
là, je sais pas trop comment faire, ça va pas se balancer, il y a l'arbre qui gêne, donc bah, hop, hop, je vais faire deux trucs de chaque côté, et puis voilà, ça marche, hein. J'ai bien un truc qui se balance, même si personne peut se balancer dessus, il a conservé son arbre. Comment le programmeur l'a écrit? Mais il dit, mais ça sert à rien son truc là. Voilà, hop là, moi je vais faire simple, hein, je vais faire comme ça. Comment le business consultant l'a décrit? Bah forcément, hein, ça va être le truc merveilleux, vous allez être assis confortablement. Donc lui, il a plus ou moins compris le concept d'origine, hein. Comment le projet a été documenté? Donc ça, c'est une petite pique sur les programmeurs, hein, qui ont toujours du mal à documenter leur ligne de code, hein. Finalement, ce qui a été installé chez le client, ben voilà, on a mis une corne. Bon, démerde-toi avec, hein. Comment le client a été facturé? Ici, on pourrait presque faire deux diapos, hein, c'est-à-dire le ressenti du client tel qu'il a été facturé et le ressenti de l'entreprise tel qu'elle a été facturée. C'est vraiment souvent, il y a une mécompréhension entre les deux, hein. Le client a toujours l'impression d'être surfacturé, puis l'entreprise a toujours l'impression de faire des efforts et de ne pas gagner assez d'argent. Comment le support technique a été effectué? Bah, finalement, mon truc marche pas. Bah oui, alors bon, bah voilà, j'ai réglé le problème. Et puis finalement, ce dont le client avait réellement besoin, bah, le client, il voulait juste un truc pour jouer avec ses enfants ou mettre ses enfants à jouer sur un arbre, voilà. Donc c'est intéressant, ça montre bien que toutes les difficultés, la nécessité pour une entreprise de communiquer entre tous ces intervenants qu'il y a autour d'un produit, et tout part finalement, entre autres, hein, d'une mauvaise définition du besoin du client. Et donc, effectivement, la notion de besoin est très vague, hein, et on doit le formaliser précisément et d'une façon cohérente entre les différents projets. Si le besoin est mal exprimé ou mal compris, on vient de le voir, hein, eh ben déjà, il va y avoir des surcoûts et puis il va y avoir une insatisfaction des clients. Donc, vous voyez qu'on a tout faux. Au final, soit le client va dire, bah non, moi, c'est pas ce que je veux, etc., je paye pas, c'est trop cher. Alors voilà, personne va être heureux sur cette histoire-là. Ni l'entreprise, ni le client, etc. Et tout ça parce qu'au départ, on n'a pas passé le temps de dire et de formaliser sur un document contractuel précisément en expliquant bien à son client qu'est-ce qu'on va faire. Je crois que c'est vraiment la phase fondamentale. Il faut passer du temps à dire, expliquer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez avoir à la fin, ne serait-ce que pour dire, bah là, vous voyez, là, ce que vous me demandez, c'est pas contractualisé dans le contrat, donc bah, vous comprenez qu'il y a un coût supplémentaire par rapport à ce que vous me demandez, et bah, du coup, les choses passent mieux. Le client comprend, ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, et ben oui, mais moi j'en ai absolument besoin, et ben je suis prêt, et hop, on repart sur une définition de besoin supplémentaire, on met une annexe au cahier des charges, et on complète le cahier des charges, et on fait, voilà. Hein. Donc c'est super important. Voilà, c'est la fin de ce petit cours, hein, de cette petite séance. Donc, bah, les objectifs de l'analyse fonctionnelle, hein, c'est de partir du besoin et de décrire les fonctions qui vont autour du besoin. Donc, analyser le besoin et le décliner en fonctions pour réaliser ce besoin et de le compléter avec les contraintes normatives de l'environnement auxquelles on ne peut pas échapper. Qu'est-ce que c'est qu'un système? On l'a vu, c'est une collection d'objets en interrelation qui peut être plus ou moins complexe et qui demande donc finalement une discussion entre les différents intervenants qui interviennent sur toutes les parties du système. Comment décrire un besoin? Eh bien, on l'a vu, on a des documents, on a des outils, donc c'est l'importance d'utiliser des outils normalisés au sein de l'entreprise qui vont permettre, puisque c'est le document de départ de la réalisation du produit. Donc, il faut absolument des outils normalisés de l'entreprise. Et dans ces outils normalisés, on a effectivement bah, la bête à cornes, on l'a vu, par exemple, hein, mais dans le cours de SI, en CPGE TSI, on a le diagramme des cas d'utilisation, ou les diagrammes des cas d'utilisation qu'on verra par la suite. Quels sont les impacts d'un besoin mal exprimé? Eh bien, on l'a vu, hein, c'est des surcoûts, c'est une insatisfaction du client, c'est une mauvaise image de l'entreprise, etc. Alors qu'elle fait peut-être bien son travail. Ben non, elle ne fait pas bien son travail si elle n'exprime pas le besoin correctement dès le début, si elle n'aide pas son client à exprimer son besoin. Quels sont les outils pour décrire les fonctions? Eh bien, on l'a vu, on a le diagramme pieuvre, hein, en termes d'anciens outils historiques, un petit peu vu dans l'ensemble du système éducatif. Voilà. Et aujourd'hui, bah, ce sont les diagrammes de blocs, hein, par exemple, et le diagramme
des exigences. Voilà, on verra tous ces diagrammes effectivement dans le cours spécifique sur SysML. Donc à suivre dans notre cours, on verra cette fois-ci plutôt la partie structurelle, matérielle de nos systèmes.